La marine américaine estime que l'avenir de la puissance maritime ne nécessitera plus de marins sur la passerelle ou dans la salle de contrôle des sous-marins. Elle imagine plutôt des flottes fantômes, des navires de guerre sans équipage, contrôlés par satellites et algorithmes au lieu de capitaines. Cette idée digne de la science-fiction façonne pourtant des budgets et prototypes réels depuis des années. Des navires de surface sans équipage, des Unmanned Surface Vehicles capables de tirer des missiles, des sous-marins drones conçus pour naviguer pendant des mois sans faire surface, des avions embarqués capables de ravitailler des chasseurs bombardiers en plein vol. Ensemble, ils doivent créer une flotte moins coûteuse, plus résistante et difficile à contrer pour la Chine et la Russie. Les visions, c'est facile, n'est-ce pas ? La réalité, un peu plus difficile. Pour chaque essai de missile qui fait la une ou chaque voyage d'essai réussi, il y a eu des retards, des dépassements de coûts, des échecs techniques. Certains programmes accusent dans des années de retard, d'autres sont discrètement annulés ou fortement réduits. Même les projets qui fonctionnent révèlent souvent de nouveaux goulets d'étranglement, allant de moteurs peu fiables au scepticisme politique à Washington. Donc même si la marine insiste sur le fait qu'une révolution des drones arrive bel et bien, la réalité est beaucoup plus compliquée. Et cette réalité commence avec un programme. Et ce programme s'appelle Ghost Fleet Overlord, qui honnêtement a un nom sacrément classe. Navires fantômes et douleurs de croissance. Ghost Fleet Overlord. C'est aussi Get the Fuck Out comme Get the Foo Out. Lancé en 2018 par le Bureau des capacités stratégiques du Pentagone, il continue aujourd'hui après plusieurs phases, transformant des navires de ravitaillement en drones pour longs voyages et déploiement d'armes. 4 prototypes ont vu le jour et, même si ce n'était pas un succès fulgurant qui a immédiatement poussé à tout miser sur cette solution, ils ont montré un certain potentiel. Un exemple particulièrement notable est le test de missile du Ranger en 2021 lorsqu'il a tiré un missile SM-6 sans aucun équipage à bord. Un autre exemple est constitué des traversées d'octobre 2020 et de juin 2021 du Ranger, puis du Nomad respectivement, qui ont tous deux parcouru plus de 4000 milles nautiques de la côte du Golfe jusqu'en Californie, incluant des transits entièrement autonomes du canal de Panama sous la supervision d'un pilote. À ce stade, la marine envisageait en particulier 2 nouvelles classes de navires de surface sans équipage, à savoir le Large Unmanned Surface Vessel pour Large Unmanned Surface Vehicle et le M Unmanned Surface Vehicle pour Medium Unmanned Surface Vehicle. Les Large Unmanned Surface Vessels longs de 60 à 90 mètres assureraient les tâches principales en transportant des missiles, tandis que les plus petits Medium Unmanned Surface Vehicle géreraient capteurs et guerres électroniques. On pourrait penser que ce serait simple, non ? Ils avaient en quelques preuves de concept prometteuses et il s'avère comment ils voulaient les faire avancer. Alors comment se fait-il que l'étape suivante de l'histoire ne soit pas un gros chèque signé par les contribuables ? Puis boum, les navires X, Hardy et Z sortent et servent aujourd'hui dans les capacités A, B et C. En résumé, c'est le scepticisme politique et la difficulté à dépasser le stade du prototype pour la technologie. Mais pour développer un peu sur le premier point, il s'avère que les politiciens étaient, sceptiques pour le moins, et pour être juste, ils n'avaient même pas tout à fait tort de l'être, car ils s'étaient déjà fait avoir par des concepts révolutionnaires auparavant. Prenez simplement le navire de combat comme exemple. Ces navires devant révolutionner la guerre navale rapprochée et brutale. Discret, rapide, agile, entièrement connecté, capable de frapper fort, avec panache. Ils devaient surtout être abordables. Mais aujourd'hui, ils ont 35 navires de 2 classes, avec tant de problèmes que le sénateur John McCain les a appelés « petits navires pourris », à cause de coques fissurées, défaillances logicielles et systèmes de propulsion peu fiables. Ah oui, et on s'attend aussi à ce que le contribuable américain ait déboursé plus de 100 milliards de dollars pour eux sur toute leur durée de vie. Et ainsi, la marine n'aurait aucun avantage auprès des politiciens pour les Unmanned Surface Vehicles. Son soutien dépendrait uniquement de sa capacité à obtenir des résultats sans excuses ni conditions. Comme l'a déclaré le démocrate Joe Courtney en 2021, nous soutenons l'autonomie en surface ou sous la mer, mais voulons d'abord résoudre les véritables questions pratiques avant de construire de grandes plateformes autonomes. Fin de citation. Prenez aussi comme preuve ce sentiment général la loi d'autorisation de la défense nationale 2020 qui a fixé le budget du département de la défense cette année-là.
LSA a réduit les fonds d'acquisition pour le Large Unmanned Surface Vessel et a bloqué la majeure partie du financement de la R&D jusqu'à ce que la marine puisse prouver, je cite, la fiabilité des systèmes de propulsion et mécanique par des essais à terre, la maturité de l'autonomie, en particulier que les navires pouvaient suivre les règlements internationaux pour prévenir les collisions en mer dans un trafic complexe, ainsi que le concept d'opération. C'est-à-dire, il voulait une doctrine claire et détaillée sur la manière dont ces navires seraient commandés, intégrés et entretenus une fois en service. Cette approche favorable mais prudente est restée cohérente au fil des années. En 2021, la marine a été interdite d'installer des systèmes de lancement vertical sur les prototypes de Large Unmanned Surface Vessel. Les législateurs voulaient qu'ils apprennent à marcher avant de courir. En 2022, la marine n'a reçu que 270 millions de dollars sur les 464 demandés pour développer les Unmanned Surface Vehicles. Loin de faire une crise, cependant, la marine a travaillé avec les politiciens et respecté leur approche plutôt prudente. Au début, en mai 2019 pour être précis, cela a pris la forme de l'escadron de développement de surface 1 qui a fait exactement ce que son nom indiquait. Rédiger le manuel pour le travail en équipe sans équipage. Comment former l'équipage d'une salle de surveillance côtière responsable du pont en l'absence du capitaine? Comment ces termes sont-ils définis dans un Unmanned Surface Vehicle? En résumé, tout ce qui touche aux aspects opérationnels monotones, déjà établis depuis des siècles sur les navires traditionnels. Ils s'en sont bien sortis aussi. Sea Hunter et Sea Hawker, premiers medium unmanned surface vehicles de la marine, ont été associés à des navires classiques et à des exercices avec des avions. En 2021, ils ont pris part à l'Unmanned Integration Battle Platform 21 visant à intégrer les Unmanned Surface Vehicles dans des scénarios simulés pour évaluer leur performance en renseignement, surveillance, reconnaissance et logistique. N'ayant rencontré aucun gros raté au départ, la marine a logiquement créé en 2022 la division des navires de surface sans équipage pour exploiter quotidiennement les Unmanned Surface Vehicles, développer la compétence des marins et codifier maintenance et soutien. Pendant ce temps, la technologie continuait également de progresser. Les logiciels des Unmanned Surface Vehicles suivent mieux les contacts et les règles de navigation, les essais moteurs et l'endurance ont aussi éliminé les bugs des machines et systèmes de contrôle. Dès qu'une fissure sur le tuyau est réparée, la pression en crée une autre, chaque correction révélant un nouveau problème. Accréditation cyber, contrôle électromagnétique, résilience en cas de brouillage satellite et la question clé des pièces de rechange pour l'équipement commercial en mer. Mais c'est en fait la nature du prototypage technologique. Il faut continuer à tout aplanir jusqu'à ce que chaque foutu pli soit éliminé, de peur de finir avec un autre désastre comme celui du navire de combat littoral. Il semble aussi que nous arrivions enfin au point où ce dernier pli est finalement éliminé. Récemment, des voix au sein de la marine et du Congrès ont commencé à soutenir que la flotte devrait s'éloigner des prototypes sur mesure sophistiqués et se tourner vers des coques modulaires de standard commercial transportant des charges utiles en conteneurs dans l'optique de réfléchir à ce à quoi ressemblera la production des Unmanned Surface Vehicles. Et c'est vers cela qu'ils s'orientent actuellement. Le navire d'attaque de surface modulaire, une famille de Unmanned Surface Vehicles, dimensionnée pour embarquer des modules de mission standardisés de 20 et 40 pieds, ou ce que nous appellerions 6 mètres et 12 mètres dans des unités sensées. Et oui, nous savons que Warfronts utilise généralement le système métrique, car même les Américains mesurent les distances en kilomètres lorsqu'ils travaillent avec l'OTAN. Mais étant donné que cette vidéo porte sur les spécifications d'un prototype américain, nous allons nous assurer d'inclure cette fois aussi les unités impériales. Je t'en prie. Est-ce qu'on est en train de créer un précédent dangereux? Peut-être, mais pas plus que le fait qu'on fasse sans cesse des blagues sur nos façades de dispensaires. Bref, la plus petite variante transporterait un seul conteneur de 20 pieds, soit 6 mètres probablement des ensembles de brouillage ou des équipements de guerre électronique. Une variante intermédiaire transporterait 2 conteneurs de 40 pieds, soit 12 mètres, et la version à grande capacité en transporterait 4, permettant des combinaisons comme plusieurs lanceurs du système de livraison de charge Mark 70, le même système utilisé par le Ranger lors de son tir de SM-6 en 2021. L'accent était aussi mis sur des conceptions livrables en 18 mois, avec des architectures ouvertes pour permettre leur construction et réparation par plusieurs chantiers. Et étant donné que toute cette affaire de navires d'attaque modulaire a été annoncée à la mi-2025 en même temps qu'un appel à l'industrie pour faire avancer les choses, eh bien oui, cela a été un chemin long et lent, avec un accent sur la lenteur, mais donnez-lui encore quelques années, et vous pourriez assister à un grand nouveau développement dans cette histoire. Peut-être. Ambition sous-marine, résultat décevant.
D'accord, donc les ambitions sans pilote de la marine ne s'arrêtent donc pas à la ligne de flottaison. En plus de ces essais avec des drones de surface, la marine investit aussi massivement dans leurs équivalents sous-marins. Des sous-marins sans équipage capables d'effectuer des missions trop dangereuses ou monotones pour les marins. Et voici l'actuel favori, l'Orca Extra Large Unmanned Undersea Vehicle, que nous appellerons simplement l'Orca, car son abréviation officielle, le X-LOVE, n'est pas vraiment facile à prononcer. Quant à ce que c'est, techniquement, il s'agit d'un descendant allongé du démonstrateur EcoVoyage de Boeing, mesurant 15 mètres soit 51 pieds, auquel on peut ajouter une section de chargement allant jusqu'à 10,3 mètres soit 34 pieds. Sa longueur atteint environ 26 mètres, 85 pieds, et il peut transporter plusieurs tonnes de charges utiles pour mines, capteurs ou autres équipements de mission. Quant à ce que représente réellement 85 pieds, cela correspond à environ 27 mètres pour le reste du monde. Boeing annonce une autonomie de 6500 milles nautiques et plusieurs mois d'endurance grâce à un système hybride diesel-électrique qui recharge les batteries lorsqu'il est en surface. Les documents de la marine et les profils industriels citent également les mêmes chiffres généraux. L'idée principale, autonomie de pair à pair, transit en haute mer, suivi près des fonds marins et mission longue durée sur la tâche. On peut retracer son histoire jusqu'en septembre 2017 lorsque la marine a donné environ 40 millions de dollars à Boeing et à Lockheed pour développer des modèles concurrents de véhicules autonomes sous-marins ou véhicules autonomes sous-marins. En février 2019, Boeing, allié à Huntington Ingalls Industries, a remporté un contrat de 43 millions de dollars pour fabriquer, tester et livrer 4 équipements de soutien Orca. 6 semaines plus tard, une modification du contrat a porté le nombre de véhicules à 5 et a fait passer la valeur potentielle à 274,4 millions de dollars. La marine, comme nous l'avons vu dans la section précédente, faisait preuve de bon sens et a donc également ajouté un actif de test, un prototype de prototype, essentiellement désigné sous le nom de XLE0, afin de réduire les risques avant que les 5 véritables prototypes ne soient produits. À ce stade, tout semblait vraiment très prometteur. Boeing et Huntington, tous deux des géants du monde de la défense, s'appuyaient encore sur une technologie éprouvée. Donc je veux dire, qu'est-ce qui pourrait vraiment mal tourner ? Eh bien en fait pas mal de choses, vraiment. En septembre 2022, le Government Accountability Office a indiqué que le projet Orca dépassait de 242 millions de dollars, soit 64% du budget initial et avait au moins 3 ans de retard. C'est quoi de A à Z ? Le premier Orca devait sortir en 2020, mais il a été repoussé à plusieurs reprises. Quand on évoque le premier Orca, XLE0 n'était même pas le vrai prototype. Le diagnostic du Government Accountability Office était direct. La marine a lancé la fabrication avant la fin des modifications du modèle EcoVoyager, puis a été confrontée à des problèmes d'approvisionnement liés à la pandémie et à plus de 1500 écarts de spécifications. Cela a entraîné une série de retards avant la création d'un seul véhicule pour la flotte. Ils ont livré XLE0 en décembre 2023, presque 4 ans après avoir eu le contrat, donc c'est déjà ça. Elle a été aussitôt envoyée en essai au large du sud de la Californie. Les responsables de la marine ont précisé que les leçons tirées serviraient pour Orca 1 à 5, dont la livraison est prévue en 2024. Puis le langage des communiqués de presse a évolué. Les livraisons, d'abord annoncées comme imminentes, sont désormais évoquées de façon plus prudente, mentionnant des tests simultanés à la réception des véhicules. Et maintenant, à la date de rédaction, fin 2025, l'ensemble du programme Orca, selon l'évaluation annuelle 2025 des systèmes d'armes du Government Accountability Office, a déjà coûté 885 millions de dollars, et il semble toujours que la deuxième unité n'a pas encore été livrée. Bien que nous insistions sur le mot « semble » ici, car la question reste finalement non confirmée dans un sens comme dans l'autre. Pour notre raisonnement, nous avons facilement trouvé des titres comme « La marine recevra le premier Orca XOV grandeur nature cet été alors que les défis de planification persistent ». Publié par Inside Defense en mai 2025, mais concernant la livraison, rien n'a été communiqué par les médias ou la marine. Aucune allusion n'est faite à cela. Et pour ce que ça vaut, parce que nous voulons être justes ici, Boeing et Huntington insistent tous les deux sur le fait que la situation n'était pas simplement un exemple classique de gonflement du complexe militaro-industriel, mais qu'il s'agit plutôt de devoir faire face à de véritables défis. D'abord, il y a les problèmes dus à la pandémie, comme évoqué plus tôt.
Mais en plus, ils soutiennent également que l'Orca n'est pas simplement un éco-voyager allongé et repeint, mais qu'il y a de véritables problèmes d'ingénierie auxquels ils doivent faire face. Pour obtenir une endurance de plusieurs mois et des charges utiles plus lourdes, par exemple, ils disent qu'ils ont dû changer le système énergétique et la conception associée pour une nouvelle batterie de plus grande capacité, ce qui a eu des répercussions sur la sécurité, l'intégration et la production. Le Government Accountability Office rapporte aussi ces faits, les changements de fournisseurs et de nombreuses dérogations aux spécifications. Donc, pour être juste, il pourrait être utile d'accorder le bénéfice du doute sur ce point, au moins un peu. Cependant, Orca n'est pas non plus le seul submersible sans pilote que la marine a essayé d'obtenir. Il s'intéressait aussi à un engin appelé véhicule sous-marin sans pilote Snakehead, ou véhicule sous-marin sans pilote. Nous utilisons véhicule sous-marin sans pilote plutôt que véhicule autonome sous-marin, car véhicule sous-marin sans pilote désigne tout véhicule sous-marin sans équipage, qu'il soit télécommandé ou autonome, tandis que véhicule autonome sous-marin désigne uniquement ceux totalement autonomes sans intervention humaine. Donc tous les véhicules autonomes sous-marins sont des véhicules sous-marins sans pilote, mais tous les véhicules sous-marins sans pilote ne sont pas autonomes. Vous suivez ? C'était un concept assez simple. Un grand volume de 1,2 m de diamètre et 6,5 m de long, pouvant être lancé depuis un sous-marin grâce à un abri sec ou déposé depuis le pont d'un navire avec une grue. Il a été conçu pour diverses missions, dont la surveillance, la reconnaissance et la lutte contre les mines. Tout semblait aller parfaitement bien. La R&D a débuté vers 2015 avec un prototype construit par le gouvernement, nommé par le Centre de guerre sous-marine de Newport en février 2022. Après son baptême, le programme a rencontré des obstacles d'intégration, de coûts et de calendrier. La marine a annulé la compétition industrielle de 2023 et s'est orientée vers d'autres options. Le service a envisagé de reprendre les essais de Snakehead en 2024 et a relancé le développement en mars 2025. Mais il n'y a eu aucun rapport à ce sujet depuis lors. Donc, quant à son statut actuel, je pense qu'on peut dire que personne ne sait. Ensuite, il y a le Knifefish véhicule autonome sous-marin. D'ailleurs, ils choisissent vraiment bien les noms de ces engins. Créé en 2012, ce petit engin a été conçu pour remplacer le programme des mammifères marins, qui dressaient des dauphins et des otaries. Oui, vraiment. Et il a la forme d'une torpille de 22 pieds, soit 6,7 mètres de long, et environ 1,5 pied de diamètre, soit à peu près un demi-mètre. Sous la coque, c'est un dérivé du Bluefin 21 construit par General Dynamics Mission Systems. Ils ont acquis Bluefin en 2016. Ils détectent les mines que les équipements classiques manquent grâce à un sonar à large bande basse, fréquence adaptée au fond, encombré et menaces enfouies. Lancé par-dessus bord, il suit des trajectoires préprogrammées et cartographie les objets suspects, envoyant les données à un humain pour décision. Cependant, son statut actuel reste incertain. Après sa première présentation en 2012, il a finalement été soumis à des essais d'acceptation en mer au large du Massachusetts en 2018 et en 2019. Il est entré dans une production initiale à faible cadence de 10 unités, la première ayant été livrée à la marine en mars 2021. En 2023, il avait atteint sa capacité opérationnelle initiale, mais l'approvisionnement a été suspendu en attendant d'autres améliorations. L'histoire s'arrête ici. La situation a-t-elle été résolue et le déploiement repris, ou les améliorations sont-elles encore en attente ? Ou bien la marine a-t-elle fait volte-face et changé d'avis ? Actuellement, nous n'en avons aucune idée. Enfin, il y a Manta Ray, un projet né de la Defense Advanced Research Projects Agency, ou Defense Advanced Research Projects Agency, plutôt que de la marine. Le Manta Ray est un véhicule sous-marin sans pilote extra large, inspiré des planeurs, conçu pour endurer plusieurs mois avec peu de logistique. Sa plateforme à corps porteur privilégie l'efficacité à la vitesse de pointe. Il consomme peu d'énergie en utilisant la glisse par flottabilité, puis active hélice et surface de contrôle pour plus de maniabilité si besoin. La coque est sectionnelle et modulaire avec plusieurs baies de chargement, ce qui permet à un même véhicule d'accueillir différents capteurs ou équipements de mission, et il peut stationner sur le fond marin en mode hibernation à faible consommation entre deux tâches. En résumé, c'est une plateforme durable conçue pour vivre en mer plutôt que d'occuper un quai. En termes de rôle, il a été conçu comme un observateur océanique discret et patient. La marine l'installerait où elle souhaite une surveillance continue, près des détroits, accès aux ports ou routes maritimes. Il peut dormir sur le fond marin, se réveiller selon un horaire ou si ses capteurs détectent quelque chose, puis surveiller le trafic maritime, écouter les sous-marins, rechercher des mines et cartographier les fonds marins. Il peut aussi déposer ou récupérer de petits capteurs et transmettre ces données aux navires ou à la côte. Et en ce qui concerne sa mise en service, l'étape majeure est déjà franchie.
Le prototype de Northrop Grumman a achevé ses essais en mer au sud de la Californie, début 2024, validant tous les modes de propulsion et direction. Le rôle de la Defense Advanced Research Projects Agency, cependant, est la démonstration. Après ces essais, l'agence a annoncé collaborer avec la marine pour les prochaines étapes de test et la transition. Ce n'est pas un programme officiel inscrit au registre, mais un transfert vers l'expérimentation par la marine. Concrètement, cela signifie davantage d'essais et d'évaluations du côté de la flotte avant toute décision d'acquisition. L'intérêt est clair, mais aucune date de mise en service n'a été annoncée à ce jour. À court terme, la marine poursuit ses essais, donc il s'agit essentiellement d'attendre et de voir. Des yeux dans le ciel et du carburant dans le réservoir. Heureusement, au-dessus des vagues, avec les véhicules aériens sans pilote de la marine, les véhicules aériens sans pilote, la situation semble bien meilleure. Quelque chose qui ne va probablement pas vous surprendre, car alors que les drones aquatiques et sous-marins en sont encore à leur début, leurs équivalents aériens existent sous la forme que nous connaissons depuis 1973, lorsque Israël a introduit le Tadrin Mastiff, donc ils avaient un peu d'avance, n'est-ce pas ? Dans ce contexte, les ambitions de la marine en matière de drones aériens ont progressé régulièrement, et 2 systèmes sont au cœur de ces efforts. Le drone de surveillance MQ-4C Triton et le drone ravitailleur MQ-25 Stingray. Le MQ-4C Triton ressemble au Global Hawk de l'armée de l'air. Et pour une bonne raison, car il est basé sur le Global Hawk, avec des modifications clés telles que le renforcement de la cellule et des ailes, des systèmes de dégivrage et des systèmes de protection contre la foudre, tout cela afin de mieux l'adapter aux exigences spécifiques du service naval. Comme le Global Hawk, c'est aussi un avion de surveillance sans pilote. La lignée du Global Hawk en fait également un appareil bien plus grand que ce que l'on pourrait imaginer pour un véhicule aérien sans pilote avec une envergure de 130 pieds, soit près de 40 mètres, SINTM. Conçu à l'origine en 2008 pour remplacer les vieux avions de reconnaissance patrouille électronique, 3 Orion de la marine, les drones Triton étaient initialement destinés à effectuer une surveillance maritime à grande échelle à 50 000 pieds, soit 15 000 mètres, ce qui correspond à environ 3 000 à 6 000 mètres de plus que l'altitude de croisière d'un avion de ligne. La conception initiale, dépourvue de capacité de renseignement électromagnétique, a nécessité une importante modernisation entamée en 2016 avant sa mise en service. Cela a été long, le Triton n'étant opérationnel qu'en septembre 2023, mais contrairement à pratiquement tout le reste que nous avons vu aujourd'hui, il est en service, même si c'est de façon limitée, la marine souhaitant disposer d'une flotte de 27 appareils et les Australiens prévoyant également d'en acquérir peut-être jusqu'à 7 pour eux-mêmes. Cela semble également bien fonctionner, car selon toutes les sources disponibles, les Tritons élargissent considérablement les capacités de surveillance maritime de la marine, permettant de couvrir des zones océaniques plus vastes que la Chine en une seule mission de 24 heures. En fait, ils fonctionnent tellement bien que, aux grandes dames de Northrop Grumman, en tant que fabricant à la fois du Triton et du Global Hawk, la marine a réduit sa commande initiale de 70 unités à 27, comme nous venons de le mentionner. Car il pouvait donc couvrir une telle superficie qu'un nombre plus élevé n'aurait tout simplement pas été nécessaire. Northrop Grumman a trop bien travaillé. Le MQ-25 Stingray, premier drone ravitailleur sans pilote pour porte-avions de la marine, a subi de forts retards. Conçu dans les années 2000, il était un véhicule aérien sans pilote d'attaque furtif capable de pénétrer et frapper en profondeur l'espace aérien d'un ennemi équivalent. Mais la marine n'était pas vraiment réceptive à une telle idée. S'ensuit une décennie d'aller-retour sur ce que la marine pourrait réellement vouloir, et finalement, en février 2016, ils avaient trouvé la réponse. Un ravitailleur aérien pour porte-avions pouvant aussi assurer surveillance, acquisition de cibles et collecte de renseignements. À partir de là, Boeing a été laissé libre de faire ce qu'il voulait, et sans grande surprise, les retards ont rapidement commencé à s'accumuler. Sa mise en service initiale prévue pour 2024 a été reportée à 2026 puis à 2027. Et c'est là que se situe la date de fin prévue au moment où cette vidéo est réalisée. Pour la raison, je vais reprendre toutes les causes de retard évoquées pour leur cas, ajouter un peu de conflits sociaux et de défis de production à l'usine de Saint-Louis, et voilà le tableau. Mais Boeing a eu de la chance car la colère la plus forte de la marine a été tempérée par le fait que le prototype inhabituel qui se démarquait avait, il faut le reconnaître, fière allure. Une démonstration réussie en 2021 par exemple, où un M80A1525 a ravitaillé un FA-18 en plein vol, a apporté la preuve du concept, tandis que les essais de manœuvre sur le pont des porte-avions ont montré la viabilité pratique.
Et puis, il y a ses capacités furtives. Les rabat-joie du département de la Défense ne veulent pas nous donner les détails, une histoire de sécurité nationale ou autre, mais ils nous disent que de ce côté-là, ça s'annonce plutôt bien. On comprend l'intérêt de la marine pour le M80-15-25, puisqu'il n'existe aucun ravitailleur basé sur porte-avions. Actuellement, seuls de gros avions ravitailleurs opèrent depuis la terre ferme, donc le M80-15-25 pourrait étendre largement le rayon d'action des avions de combat naval. Et étant donné que la marine prévoit actuellement d'en acquérir 76 pour les répartir sur 11 porte-avions et peut-être leurs 9 porte-hélicoptères d'assaut amphibie, on peut dire, sans se tromper, qu'il s'agit d'une nouvelle capacité qu'ils comptent vraiment exploiter. Boeing doit juste finir le projet, espérons pour 2027. Alors, après avoir vu tous les tenants et aboutissants de la myriade d'ambitions maritimes sans pilote de la marine américaine, il ne nous reste plus qu'une grande question. Vont-ils y arriver ? La marine elle-même en est convaincue, car comme l'a dit l'amiral Darrell Caudal, chef des opérations navales, je cite « Ma vision et mon objectif seront de garantir que les systèmes sans pilote s'intègrent de manière transparente et abordable avec les plateformes pilotées ». Des avis similaires à ceux de l'amiral James Kilby, qui a affirmé que les drones joueront un rôle crucial dans la guerre navale en étendant la portée, améliorant la connaissance et l'efficacité au combat. Fin de citation. Pourtant, d'autres tempèrent leur enthousiasme par une prudence pragmatique, comme Brian Clark, chercheur principal à l'Institut Hudson et sous-marinier retraité de la marine américaine, qui note que malgré des avancées technologiques prometteuses, je cite « La marine n'a tout simplement pas donné l'indication qu'elle achète ses appareils à grande échelle. Ce sentiment, vu ce que nous avons observé aujourd'hui, est difficile à contester. Certes, les États-Unis ont de l'enthousiasme, mais où sont les actions ? Le sentiment d'urgence qui nous montrerait teinte qu'ils prennent cela vraiment au sérieux et que c'est une priorité absolue. On le voit surtout avec les opérations aériennes, mais cela s'arrête là, non ? Jonathan Panter, chercheur invité au Conseil des Relations étrangères, avertit aussi contre un enthousiasme hâtif, déclarant que des investisseurs crédules croient aux affirmations de l'industrie sur une prétendue révolution militaire, accélérant l'adoption de technologies non éprouvées. Encore une fois, il y a du vrai là-dedans. Combien de prototypes et de premiers usages avons-nous vus aujourd'hui qui semblent simplement s'essouffler ? Blâme-t-on simplement les politiciens ? Comme l'a déclaré Philippe Stratman, président-directeur général d'Ocean Power Technology, on se heurte au problème de Washington, un complexe militaro-industriel doté des meilleurs lobbyistes et maîtrisant la circulation de l'argent. Et de la même manière, Theta X Hams du Conseil Atlantique résume parfaitement le défi institutionnel plus large en disant que vous avez un système habitué à construire de grandes choses, à prendre des années pour décider, et maintenant, soudainement, vous leur demandez d'aller vite. Et il y a peut-être une part de vérité là-dedans. Nous nous sommes concentrés sur l'aspect politique en couvrant les éléments de surface, car cela ne fait aucun doute. Les politiciens ont certainement freiné les choses à ce niveau-là, même si on pourrait facilement dire non sans raison valable. Cependant, il y a aussi une raison pour laquelle nous ne les mentionnons vraiment que dans ce chapitre, car c'est le seul où nous pensons qu'ils sont particulièrement pertinents. Les élus ont-ils causé les retards de livraison de leurs cas ? Les représentants élus ont-ils causé les conflits du travail à l'usine Boeing de Saint-Louis ? Non, ce n'est pas le cas, n'est-ce pas ? En fin de compte, peu importe l'explication, un fait important et urgent demeure. L'Amérique veut une flotte entière de drones, et cela ne se passe pas bien.